Comment ça va, la santé? Pas fort. Eh ben viens, on va te soigner. Si, mais enfin... Oui. Ah oui, bah ça... Oui, mais enfin... Exceptionnellement, pas de questions parce que là, c'est prime au direct. Hein, ce n'est pas parce que la campagne est aussi sexy qu'une course de sous-marin ou un championnat de F1 commenté à la radio qu'il ne faut pas donner la priorité au direct à vous les studios. Et j'en profite pour vous dire que il y aura peut-être une vidéo de réaction au résultat du premier tour. Dernier point, n'oubliez pas que nous avons une belle soirée anti-Macron avec entre autres des camarades comme Pierre Le Vigan ou Rémi Tell qui vont présenter leur bouquin et qui vont, on va essayer de faire une soirée réflexive et en même temps chamboule tout, hein, parce que c'est bien, ça va nous permettre d'extérioriser le stress qu'il y a en nous. Donc ça, c'est lundi prochain. Et donc 20h, hein, 10 rue Croix des Petits Champs, vous connaissez la suite. Le 18, je pense que tout le monde aura besoin de s'en remettre à l'esprit de Pâques. Donc moi, je ne ferai pas de conférence le 18. Je serai en train de chercher des œufs et non des emmerdes pour une fois. Et le dernier lundi de Pâques, qui, je vous le dis, est le dernier lundi d'avril, qui est le 25, nous aurons le Laurent Tubiana, donc le grand spécialiste de santé publique, sur le retour de la crise que vous connaissez bien et que la censure m'interdit de nommer. À vous les studios. Mes amis, mes camarades, ce nouveau curé de campagne, le premier tour arrive. Il est temps de faire le bilan d'une non-campagne. Alors le bilan d'une non-campagne, on va commencer par faire le bilan de ce qu'on appelle les classiques de campagne. On avait eu l'affaire de campagne la semaine dernière, McKinsey, aujourd'hui le PNF, Parquet national financier, dit « Ah, il ouvrirait bien une enquête quand même. » Parce que ça poque un peu du derche. Alors, vous me direz, c'est trop tard. Oui, c'est trop tard, mais surtout, ça va nous donner l'occasion de lire un magnifique sociogramme. Le parquet national financier, qui a été créé par la sémillante Christiane Taubira, c'est pour ça d'ailleurs que le PNF n'a jamais enquêté. Alors peut-être que la Guyane, c'est loin, et puis chacun sait que c'est une île, en Macronie, sur les affaires de Madame Taubira elle-même, en Guyane. Mais bon, hein, les orpailleurs, tout ça, c'est pas grave. Tout cela ne nous regarde pas. Ah, ce n'est pas parce que nous payons que nous sommes concernés. Taxation sans représentation, c'est has-been. Ça a donné la Révolution américaine, la Révolution française. Mais aujourd'hui, on a Chiappa. Les grosses sont les meilleures au lit. Nous avons des débats plus transcendantaux. Hein. D'ailleurs, elle était au meeting, à l'extraordinaire meeting Macron, sur lequel on va revenir, parce que c'était absolument fabuleux. Et donc, nous avons eu la classique affaire de campagne, et le PNF a enfin dit, nous sommes le 6 avril, qu'il fallait ouvrir une enquête. Ce qui est bien à 4 jours du premier tour. Hein. Ils ont été plus rapides pour les costards de M. Fillon. Pourtant, objectivement, il faut être honnête, McKinsey coûte plus cher que Pénélope. Alors vous me direz, Pénélope, elle avait des articles à faire, elle les faisait pas. Bah McKinsey, ils les font. Bah vous voyez le résultat. Donc je préfère encore l'anglaise qui fout rien à l'américain qui branle quelque chose. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bon. Pourquoi le PNF a fini? Parce qu'on me dit c'est la pression de l'opinion publique. La magistrature française a tué la monarchie. Et elle ne rêve que d'avoir le sang de la République sur les mains. C'est un corps parasitaire dans l'histoire de France depuis plus de 2 siècles. Pour une raison qui vient de l'extraordinaire bouillabaisse qu'on a mis dans la tête des juristes. Et quand vous voyez les vrais juristes, ceux qui restent, les Michel Clapier, et surtout la grande école française d'histoire du droit, les Harwell, les Rigaudière, les Gourgues,
tous les gens de la revue La Légitimité, pour la plupart. Vous voyez qu'on a détruit la fonction du droit. Relisez Villet. Là, je vais rentrer dans le cercle Aristote, un philosophe du droit, qui est un élève de Villet. Avant, on avait le droit pour faire tenir les sociétés. Maintenant, on a le droit pour créer des droits-créances et faire des chèques sur l'avenir de la société. C'est-à-dire que le droit devait être le flux nerveux de l'État, status, se redresser. Maintenant, le droit est si vous voulez, la sauce samouraï que vous mettez sur le corps en décomposition de la société pour pouvoir vous en taper une tranche. Donc, pour ceux qui aiment la sauce samouraï et autres électeurs de Benoît Hamon. Bon. Or, ces gens ont tué la monarchie, ils en sont d'ailleurs très fiers. Il suffit de voir l'étendue du gauchisme. Là, pour le coup, mon ami Abosi a raison. Oui, là, pour le coup, le gauchisme, maladie mentale. Parce qu'il faut voir ce que c'est le syndicat de la magistrature. Je vous rappelle que ce syndicat de la magistrature, où il n'y a jamais eu d'épuration, et c'est bien dommage, qui est quand même le corps qui a le plus collaboré de la fonction publique d'État, eh bien, s'est permis il y a quelques années de faire le mur des cons que vous avez certainement oublié, c'est-à-dire de coller des gens qui sont des justiciables sur un mur en les insultant, les photos bien sûr, pas les mecs, parce que quand vous voyez la stature physique du magistrat moyen, si vous voulez, il colle personne au mur, il a déjà... il prend le risque de se couper avec une agrafeuse et et déjà le fait de tenir la feuille et de mettre la punaise, ça équivaut quand même à du développé couché dans sa gamme à lui. Donc lui en demandait pas trop. Donc, et dedans il y avait le général Schmitt, dont la petite Anne-Lorraine a été massacrée par un mec qui voulait la violer. Il y avait avant tout des parents de victimes. Ces gens-là n'ont pas été épurés, ces gens-là n'ont pas été jetés de la fonction publique, ces gens-là n'ont pas été traités comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme des ennemis du peuple et de l'État. Donc, la magistrature française s'en contrefou que vous soyez pas content que Macron vous ait fait les poches pour ses potes à McKinsey. Rien à foutre. Mais alors, rien à foutre. Un niveau de coolitude dans le je m'en balance qui égale l'amour-propre d'Anne Hidalgo. J'en ai rien à foutre. Là, elle était je crois, je sais plus, c'était au Cirque d'hiver ou au Cirque Pinder, peu importe. On dit elle allait donner un discours. Alors moi, je suis taquin, donc j'interroge les journalistes par Twitter. Oui, mais devant qui? Et en réalité, alors on me répond qu'on allait voir ce qu'on allait voir. D'ailleurs, on a vu, vous avez tous vu. La candidature d'Hidalgo me va très bien, et même si j'ai l'impression d'un peu gaspiller mon vote aussi, mais voilà. Tout le monde s'en fout. Et que m'a dit, c'est quand même une salle de grande contenance. Je fais, bah oui, il y a 140 000 rats à Paris. Ça fait beaucoup. Mais ensuite, est-ce qu'ils ont leur carte, etc. Enfin, tout ça, après, c'est de la logistique. Mais c'est égal à l'amour-propre d'Anne Hidalgo, à la modestie de Jean-Luc Mélenchon et à la compétence de Marine Le Pen. Si vous voulez, c'est l'abomination de la désolation. Alors pourquoi ont-ils bougé? Ils ont bougé parce qu'Emmanuel Macron a encore une fois mis un coup de canif dans le contrat. C'est drôle d'ailleurs. À la fin, quand Emmanuel Macron, il va falloir lui trouver un surnom où tu sais gangsta, tu vois. Ice-T, Ice Cube. Pour lui, je dis Double T. Trahison et travestissement. Parce que c'est quand même les deux seules constantes du personnage. C'est-à-dire, si tu veux, Travelo Faucheton. Double T. Tu vois, Ice-T, Ice Cube, Double T. Bon. Là, parce que si tu veux, il était Krillin la dernière fois, donc il était plutôt culture manga. Là, vu ce qu'on commence à savoir sur le McKinsey Gate, mais attends, le Black Rock Gate qui arrive, là, on est plutôt dans le gangsta. Et c'est vraiment, tu vois, Double T, tu vois, le trahison, travestissement. C'est les deux seules choses qu'il fait tout le temps. Tout le temps. Tu vois, si tu veux, il te plante un couteau dans le dos et il te pique ta garde-robe. Cet homme est étrange. Très étrange. Bon.
Régis de Castelnau, mon camarade Régis de Castelnau, a raconté par le menu comment la magistrature française s'est mis à quatre pattes devant lui. Premièrement, pour des bang-bellets, hein, comme disent les Alsaciens. Alors, si j'ai un accent alsacien pourri, vous savez, moi, j'ai qu'un quart de sang alsaco. Hein. Avant tout, je suis auvergnat, moi. Donc les petits trucs qui tintent, hein, les clochettes. Et surtout pour des places et du blé. Bon, ça fait partie du pacte de corruption. Et donc, ils ont balancé, enfin, comment dire, ils ont fait en sorte que François Fillon, à force d'ailleurs de les collectionner, se prenne une belle veste. Bon. Ensuite, Emmanuel Macron leur a tout donné. Laxisme judiciaire à gogo, possibilité de... Puisque le magistrat français, alors ce n'est pas un aigle, c'est un pigeon, mais ce qui l'intéresse, c'est pas l'envergure, la beauté et les serres. Ce qui l'intéresse, c'est juste de voler au-dessus de vous. Pourquoi? Parce que comme ça, il peut vous faire dessus. C'est avant tout ce qui l'intéresse. Et pour ça, il n'y a pas besoin ni d'être trop grand, ni d'avoir des griffes, etc. Tu vois, le fait d'être en l'air et de temps en temps larguer une suffit largement. Faites attention, il va nous chier dessus. Ces gens-là avaient un pacte plus que de non-agression, de protection avec la Macronie. Je vous rappelle que la Macronie a une part considérable de son personnel qui est mise en examen au moment où nous parlons. Monsieur Ferrand et je crois qu'il y a 2 ou 3 ministres qui sont mis en examen. Je sais que l'actuel, disons, conseiller en chef d'Emmanuel Macron, qui gère avec M. Sarkozy le passage des Républicains, M. Thierry Solaire, 12 mises en examen lui seul. Bravo Jeannot. Et vous remarquerez, alors il est vrai qu'il a des qualités, hein, parce que d'ailleurs, c'est ce que me dit, non sans humour, certains députés des Républicains. Ils me disent qu'on voit tous les hommes qui vont marcher vers le temple solaire pour le rallier, on se dit qu'il n'est pas si mauvais que ça. Et la magistrature a protégé tous ces gens-là, les a protégés. Selon cette, si vous voulez, l'état de droit est une escroquerie, elle l'est depuis que la notion a été créée, donc c'est le Reichsstaat allemand, hein, et grosso modo, cette notion entre dans le débat public, dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, et particulièrement lors de la rédaction des lois fondamentales allemandes qui leur servent de constitution. Ce n'est pas la rule of law britannique, contrairement au fait à ce que je l'entends, et ce n'est pas l'état légal français. C'est le fait de protéger par le droit, un socle juridique de la démocratie. Et malheureusement, c'était tout à fait normal qu'une idée aussi stupide naisse en Allemagne et soit validée par les troupes d'occupation américaines. Hitler, il pensait exactement ça. Qu'il fallait mettre un principe de pérennité au-dessus de toute atteinte des hommes. Pour lui, c'était la pureté raciale. Bon, pour vous, c'est le droit de s'en mancher. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais malheureusement, dans les deux cas, vous avez tué au nom de ça. C'est-à-dire qu'au nom de principes morts, vous tuez des gens vivants. Et dans les deux cas, ça vous en bouge une sans déranger l'autre. Enfin bon, moi je dis ça, hein. On s'en fout de toute manière. Et donc, il y avait le pacte. Hein. Premier coup de canif, parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Dupond-Moretti. La nomination de Dupond-Moretti, les magistrats l'ont quand même senti passer, quoi. Hein. Là, pour le coup, c'était un étirement au bain-douche, comme on dit dans le métier. Et ils ont été très étirés. Alors, ce sont des gens qui font leur métier avec souplesse, hein, vu qu'ils ont une conception très souple de la déontologie de magistrat, ça c'est sûr, du respect dû aux justiciables et du respect dû aux contribuables. Là, ils sont en pleine souplesse, mais ils sont pas très souples quand on se fout de leur gueule. Donc là, pour le coup, ils n'étaient pas contents. Alors ensuite, Emmanuel Macron a sorti le chéquier. Alors tu me diras, c'est le tien, donc il peut faire des chèques. Hein. Tu vois, le fameux « prends du fric dans ta gueule hein. ». Hein, quoi qu'il en coûte, hein, ce qui est l'autre nom du « prends du fric dans ta gueule ». Hein. Si tu veux,
Et ça s'était calmé au point que un homme important, très important de la Macronie, il y a plus d'1 an et demi, presque 2 ans, était revenu dans l'entourage d'Emmanuel Macron, un très grand, comment dire? Mercenaires, parce que ces gens-là sont des mercenaires. Et je dis bien mercenaires au sens de ce... Il y a 2 sens au terme mercenaire. Il y a l'homme qui choisit ses guerres, ce qu'on appelait les soldats libres dans le temps, qui est la version romantique et assez branlouse du mercenaire. Puis il y a la version un peu réaliste qu'avait donné un vieux film avec Christopher Walken, qui s'appelle Les chiens de guerre. Serge Tournaire est un chien de guerre judiciaire. Et donc, quand vous engagez un chien de guerre judiciaire, c'est pour gérer ce qu'on appelle les DPS, les dossiers particulièrement surveillés, qui se divisent en 2 tas. Les amis du président, les ennemis du président. Vous devez hâter les poursuites pour les uns, les geler pour les autres. Le problème, c'est que la magistrature française voulait sa vengeance parce qu'elle doit se persuader elle-même qu'elle est encore de gauche. Et donc, elle voulait faire danser la gigue au nain Magyar. Le problème, c'est que Macron en avait besoin. Et qu'à la fin, ça s'est réglé entre Dupond-Moretti et Serge Tournaire, et ça, vous l'avez vu dans la presse, Dupond-Moretti a flingué la carrière de Serge Tournaire. Pour une raison, Emmanuel Macron est Jupiter, et un vrai Dieu n'a ni ami, ni père. Eh oui. Hein, mis à part moment, il flinguera tout le monde dans le dos. Elle, il peut pas parce que elle sait tout. Et elle est le seul point de réalité de son délire. Il peut pas vivre sans. Alors que ça relève de ce que la psychiatrie a appelé dans le temps la folie à deux. Donc, et là, vous avez la réponse du syndicat de la magistrature. Tu nous as trahis, boum. Nous aussi. Alors évidemment, ils l'ont pas fait beaucoup plus tôt pour une seule raison. C'est que plutôt ça a avantagé les populistes et que quand même, ces gens-là ne tiennent que sur un seul point, ils savent qu'ils tomberont tous ensemble. C'est un syndicat d'intérêt qui, sincèrement, vous voyez ces mecs-là, vous voyez le Luciano, bah vous vous dites, la mafia, c'était mieux avant. Les blancs qui aiment pas les noirs qui aiment pas les blancs. T'en fous, toi. Hein. L'affaire de campagne. Le fait divers de campagne. Grand classique. Rappelez-vous, le petit vieux qui avait été tabassé avant le 2e tour Le Pen-Chirac et qui a tant coûté à monsieur Jospin, celui qu'on appelle Tristounet Ier. Ce pauvre petit vieux avait été battu, tabassé, etc. Il s'en était sorti, heureusement. Le supplicié de cette année a eu beaucoup moins de chance. Il s'appelait Jérémy. Ce pauvre jeune homme qui était handicapé était à Bobigny, se baladait dans Bobigny, d'après les dires de son père. Et ce brave petit monsieur, on lui a arraché son garçon, parce que la racaille qui a fait ça l'a tabassé pour des raisons... De toute façon, ces gens-là n'ont pas besoin de raison quand il faut tabasser quelqu'un à 15. C'est courageux. Pour leur échapper, il a essayé de fuir. Et sur sa route, bah malheureusement, le chauffeur du tram ne pouvait pas s'arrêter. Enfin, il faut voir la masse que ça a, ces trucs-là. Hein. Et ce n'est pas le tram qui l'a tué. Il l'a percuté, il l'a tué physiquement, si vous voulez. C'est eux qui l'ont tué. Alors évidemment, on a pris ça comme un accident. Hein. Vous savez, tu sais, c'est le fameux journal de Marseille des inconnus, quoi. C'est le fameux journal corse des inconnus. Monsieur Peruccelli dormait à côté de sa tronçonneuse. Alors qu'il dormait tranquillement près de sa tronçonneuse, cette dernière s'est mise en marche toute seule et a découpé le pauvre homme qui, pour lui échapper, a dû sauter par la fenêtre et a atterri dans un baril de béton frais que l'on a retrouvé ce matin immergé au large du Vieux-Port. La police n'exclut cependant pas la thèse du suicide. Voilà.
Ce qui veut dire au passage que bien des gens qui pensent que dès qu'on touche à quelqu'un, qu'on touche à nos compatriotes de confession juive, que tout le monde se met à trembloter, là pour le coup, il a été tué au mois de février, hein, tout le monde s'en est foutu. Accident parce que il ne faut pas que la diversité diversifiante, disons, soit salie alors qu'elle est une chance pour la France. Évidemment. Et la fratrie de Jérémy a mis comment dire, des flyers dans Bobigny pour savoir ce qui s'était passé, parce qu'on leur avait dit que c'est un accident. Ce qui veut dire au passage que des flics ont menti. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand un tramway te renverse, il te met pas des marques de godasse sur la gueule. Enfin, je sais pas de combien chausse un tramway, mais il faut quand même arrêter de se raconter des conneries. Tiens. Et quelqu'un qui, d'après les dires du père de Jérémy, est un touriste, leur a envoyé la vidéo. Je n'ose imaginer ce que ces pauvres gens ont vu quand ils l'ont vu la première fois et quand ils l'ont vu en boucle. Titre personnel, j'ai fait mon job, donc j'ai regardé ces images, je m'en serais bien passé. Et donc, ne sachant quoi faire, une famille est pleurée, essaye de trouver de l'aide. Et là, ils ont envoyé à qui? À Éric Zemmour. Éric Zemmour a tout de suite relayé, ce qui a permis de réouvrir le cas, parce que toute la faune qui l'a tabassé, pour l'instant, au moment où nous parlons, hein, on est le 6 avril, il n'y a personne en garde à vue, il n'y a personne au trou. Et je ne doute pas que là, la police française, qui est, disons, si avare d'efficacité, là, pour le coup, va bosser. Parce qu'Emmanuel Macron, qui essaye de dire oui, mais il ne faut pas instrumentaliser un drame, je le dis sincèrement, quand bien même ça ne servirait qu'à apaiser le pauvre père de ce garçon, c'était très utile. Et Éric Zemmour, chapeau, là pour le coup, il a eu raison de le faire. Où on s'est retrouvé dans le vide au niveau juridique et enquête. Et donc, moi, j'ai demandé l'aide à ceux qui pouvaient m'aider. Donc, j'ai demandé effectivement à Éric Zemmour s'il pouvait nous aider pour voir s'il peut faire quelque chose pour notre fils et pour pas que l'enquête soit fermée ou étouffée. Et il a bien voulu le faire et de ça, je l'en remercie. Alors, tu me diras, il faut pas faire de la politique à partir de faits divers. Des gens sont battus à mort tous les mois en France. Par le même type de bande, et on sait tous qui il y a dans ces bandes. Le ministère de l'Intérieur les a tous fichés. Il y a 700 bandes de ce type-là en France, qui sont entre 30 et 150 personnes. Voilà. Autrement dit, c'est une petite armée criminelle absolument ridicule. Enfin, faut pas être Duterte, quoi. Toi, Duterte, The Punisher, lui, il avait une armée criminelle de 200 000 hommes lourdement armés. Avec des armes lourdes. Tu vois, ils n'avaient pas que des calaches. Bon. Sur les 200 000, je crois qu'il y a 140 000 morts au moment où on parle. Morts ou emprisonnés, mais pour la plupart, Duterte, quand il était procureur de Manille, il avait ressuscité les crevettes Bijard. Alors vous allez vous renseigner sur ce qu'est une crevette Bijard, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez vous passer de la marmite à moment et de la gazinière. Bon, c'est pas très compliqué, il vous faut un hélicoptère et des cordes. Et une crevette. Ensuite, et une surface où il y a de l'eau. Beaucoup d'eau. Une grosse casserole. Alors une baie, même pas un lac ou une rivière, la mer c'est mieux. Parce que ça se cuit à l'eau salée, la crevette Bijard. Donc, on a eu le fait divers de campagne. Et je le dis, Éric Zemmour a eu raison, parce que, alors après on me dira, est-ce que si ce jeune homme avait été un pauvre gamin français de souche du Nord, est-ce qu'il y en aurait eu autant? Eh bien, je ne sais pas, je m'en fous. Et si ce n'est pas le cas, alors ça veut dire ça veut dire que tout le système doit être liquidé. Parce que à un moment, la menace des bandes ethniques, parce que ce sont des bandes ethniques, est un risque d'un point de vue de sécurité nationale mineur, mais de sécurité populaire majeur. C'est-à-dire, c'est eux qui font une partie des viols, c'est eux qui font des gens qui sont battus à mort dans la rue pour rien, alors que nous pouvons les traiter policièrement et militairement si nécessaire, mais policièrement, ça suffira très largement. Et je le dis sincèrement, les magistrats qui leur servent la soupe ne sont pas
leurs idiots utiles, ce sont leurs complices, au sens pénal de la complicité. Faciliter par tout moyen l'action criminelle de quelqu'un. C'est ça la définition pénale de la complicité. Et les magistrats et la magistrature sont leurs complices. Ni plus, ni moins. Donc on a vu le fait divers de campagne bien triste et qui va coûter un peu cher à Emmanuel Macron parce que lui il dit oui mais voilà c'est très triste, hein, c'est tristouné. Hein. Bon, faut pas trop en parler hein, parce que ça va raviver la colère des familles. Oui, bien sûr. Non, c'est qu'on dise que ce pauvre garçon, bah la faute a pas de chance. Ah la faute a pas de chance. Rebondir sur un tramway qu'on vient d'être tabassé, qu'on a risqué d'être tabassé à mort 20 secondes avant, fait partie des 10 incidents domestiques les plus fréquents, après tout. C'est surtout les événements marquants de cette campagne, c'est ça. Et pendant que le monde est en train de vivre une révolution, j'y reviendrai dans le grand entretien avec le grand Mercado, hein, la tentative de putsch ratée au Pakistan, l'installation de la Chine aux îles Salomon, etc. Le monde est en train de changer. Pendant ce temps-là, le parlementarisme français n'en finit pas de crever. Et donc, faisons l'appel des troupes. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, Poutou, rien. Ou rien, Poutou. Hein, comme vous voulez. Artaud. Artaud, c'est De Vos. C'est le... Hein, on peut acheter quelque chose avec rien, suffit de le multiplier. Hein, une fois rien, rien. 2 fois rien, ça fait pas beaucoup. Mais avec 3 fois rien, on peut acheter quelque chose. Artaud. Bon, très bien. Raté. Merluchon continue et le conducator. Mélenchon fait partie des grands tribuns de gauche dans la lignée, disons, Thorez, Mitterrand, etc. C'est-à-dire qu'il pourrait leur dire n'importe quelle connerie. Coup de bol. Sur les matières sérieuses, il touche quand même sa bille. Il fait pas trop de fautes. Et vous avez remarqué que il a fait place nette. Quelqu'un a entendu Clémentine Autain ces derniers temps? Tiens, mieux, quelqu'un a entendu Daniel Obono? Les 2 seuls qu'il envoie, c'est Corbière, poil de carotte. Caténen, Corbière, Caténen. Il envoie même pas Garrido. Bon, il est vrai que Garrido, c'est un peu la Morano de la gauche, tu vois, c'est Dieu, c'est je vous resserre un blanc. Bon, donc là, hein, alors il est vrai que le terme je vous resserre un blanc n'est pas connoté chez Garrido, alors que chez Morano. Mais surtout, et quelqu'un a vu Ruffin ces derniers temps? Pas du tout. Il est où, petit lapin? Alors, il peut être à plusieurs endroits, parce que déjà, Ruffin est un grand cyclotimique. Donc, il peut avoir des soucis personnels à régler. Mais je pense qu'il s'est aussi éloigné de la campagne de Mélenchon, parce que tout simplement, il va avoir à gérer l'après. Alors que là, il serait très utile. Parce que lui, il a une expertise sur les sujets sociaux. Sur les sujets régaliens, il n'y connaît que dalle. Ça ne l'intéresse pas. C'est malheureux, d'ailleurs. Mais, de toute évidence, il a été semi-écarté. Où il s'est écarté tout seul. Les Troscards à tout faire, eux, ils ont été semi-écartés. Parce que toute la ligne pro-banlieue, pro-islam, pro-diversité, Bompard, ça vient de Bompard, hein, tout ça vient de Bompard. Clémentine Autain, les Baltringues, Coquerel, Bono. Si Mélenchon se viande, il n'y a plus de souverainistes à accuser, là. Les souverainistes qui étaient les seuls à avoir aidé Mélenchon. Et si les banlieues ne viennent pas au secours de Mélenchon, ce que Bompard lui a vendu, et ce qui pour l'instant est un échec électoral complet, il y aura du rififi dans l'après-Mélenchon. Bon. On continue. Hidalgo. C'est-à-dire Hidalgo, rien. Enfin, Hidalgo, rat. Voilà. Enfin, tu veux, là, elle a fait... Alors, elle a fait campagne, mais... comme personne ne comprend pourquoi. Parce qu'elle n'espère pas de ralliement. Enfin, elle vaut plus rien en termes de ralliement. Monsieur Jadot, alors lui, égal à lui-même dans cette fin de campagne, c'est-à-dire
Quand est-ce que je retourne au Parlement européen? Et quand est-ce qu'Emmanuel m'appelle? Le problème, c'est que je pense que à la place de Pompili, bonne à rien quand même, hein, il y aura tous les prétendants au ministère des potirons. Donc Jadot, je ne suis pas certain qu'il y ait à bouffer pour lui. Alors Pécresse lance ses dernières forces dans la bataille. Alors ça a donné des scènes croquignolesques. Alors déjà, Fillon a dit qu'il la soutenait. Alors là, maintenant, la veste qui était presque sûre, là maintenant est certaine. Parce que Oncle Fétide, c'est quand même Monsieur Poisse. Si tu veux, François Fillon, c'est quand même de la schkoumoune en boîte. Si tu veux, c'est un... Le problème de François Fillon, c'est que c'est un chat noir qui casse un miroir en passant sous une échelle, perpétuellement. C'est-à-dire que lui, il fait le test scientifique de la LEM, de la loi de l'emmerdement maximum. Il l'a tenté 100 000 fois. 100 000 tartines, elles sont toutes, ce qui défie les lois des mathématiques, tombées du côté de la confiture. Toutes. Toutes. Il a un côté Hollande de droite, Fillon. Mis à part que Hollande, c'est lui qui avait pas de bol. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Hollande, c'est un mec, il attire les nuages. Je viens, il pleut. Un membre, je ne dirais pas lequel, de la famille royale m'a dit qu'il y avait eu une formule de Lyoté. Je demanderai à la vérifier, selon laquelle gouverner, c'était pleuvoir. De ce point de vue-là, nous réussissons au-delà de toutes nos espérances. Hollande, il sort dans la rue, il faisait beau 20 secondes avant, les nuages viennent au-dessus de lui, je plaf. Mais en même temps, Hollande est un mec, comment dire, qui a de la chance parce que le monde a la poisse. C'est-à-dire que Hollande, si tu veux, comme je l'ai toujours dit, c'est un tringleur de rattrapage, mais il est arrivé à rattraper quand même. C'est-à-dire, grosso modo, voilà, il a été premier dans un concours de circonstances. C'est-à-dire que la claustrophobie sous Braguettis de Dominique a fait qu'il s'est pris les pieds dans ses parties nobles, et coup de bol, Flamby a réussi à s'engouffrer, ce qui, quand on connaît, comment dire, les dispositions physiques du personnage, qu'il arrive à s'engouffrer quelque part, relève quand même de l'exploit. Bon. Alors que Fillon, c'est autre chose. Fillon, 1, il a la poisse, 2, mais lui, il a la vraie poisse. Et 2, il la file à tout ce qui touche. Et Nicolas Sarkozy, évidemment, n'a pas soutenu Pécresse. C'est pour ça que, alors, vous voyez, les militants de droite l'ont hué. Ce mec qu'ils ont déifié jusqu'à il y a un an, aujourd'hui, il le hue dans les meetings. Nicolas Sarkozy. Réfléchissez à ça avant de parier sur ces gens. C'est-à-dire, grosso modo, ils n'ont jamais de reconnaissance réelle. Ils n'en sont pas capables. Tenez-vous-le pour dit. Évidemment, le nain Maguire lui va appeler à voter Micron, il attend que ça. Contre la fin de son bracelet électronique. Il n'y a pas de petit profit. Bon. Et là, on arrive sur les candidats qui nous intéressent. Donc, l'Alliance, Nicolas Dupont-Aignan, soutenu par Charles-Henri Gallois et Florian Philippot. NDA se défend pas mal en débat. Se défend pas mal. Il s'est jamais déshonoré médiatiquement comme type. Bon, son côté un peu gendre idéal l'a toujours desservi parce que ça dessert en image en France. Mais bon, il fait le boulot, il fait le job et il peut s'appuyer entre autres sur le professionnalisme de Flo en termes de gestion des médias. Bon, très bien. On va prendre de l'autre côté. Bon, Zemmour a fait le Trocadéro. Oui, on peut dire que ça prend pas si bien que ça, mais l'appareil de reconquête est fort. Peut-être pas expérimenté, mais il est fort, indiscutablement. La seule chose, c'est que je ne suis pas certain que l'appareil reste entier selon l'ampleur de la défaite potentielle, si ça se trouve, on se gourre complètement,
et sur les 20% de gens qui ne répondent pas aux sondages ou qui mentent sur les sondages quand ceux-ci les interrogent, eh bien, il y a une grande majorité de Zemmouriens, et là, on va avoir une grosse surprise. À titre personnel, là, c'est même pas du vote caché, c'est du vote clandestin, pour le coup. Tu vois, mais clandestin, comme la clandestinité dans laquelle ont vécu les miens pour cacher les pilotes alliés, quoi. Bon, là, c'est de la vraie clandestinité. Je suis pas certain. Ça peut faire sur 2-3%, mais je suis pas certain que ça fasse pour beaucoup plus. Mais on sait jamais. On sait jamais. Mais l'appareil de reconquête est fort. La campagne Zemmour a été assez rondement menée, finalement. Elle manque peut-être un petit peu de souffle à certains moments, mais ce qui est normal parce que c'est une campagne de coups qui avait prévu des coups par temps calme, et là, ils viennent de se prendre l'affaire d'Ukraine en pleine tronche. Et ça, ils n'avaient pas prévu, et ça, on peut pas les critiquer de ne pas l'avoir prévu. Marine Le Pen fait une non-campagne. On me dit, elle s'en sort très bien, elle fait rien. Elle fait rien, elle parle pas, et là, les journalistes ont ordre de ne pas l'écraser. Vous allez voir, lundi matin, vous n'aurez pas à attendre longtemps. Hein. Là, ils vont se rappeler qu'elle s'appelle Le Pen, ils vont se rappeler qu'elle est mise en examen, ils vont se rappeler qu'elle est nulle, et là, vous allez en entendre matin, midi, soir et nuit. Radio Moquette est venu susurrer à mon oreille que le butoir de porte des Pyrénées, monsieur Jean Castex, est beaucoup plus inquiet que son patron pour la suite des événements. Alors, il est vrai que monsieur Castex, qui est plein de vide et pétri de lui-même, et l'inverse, et d'ailleurs l'inverse aussi est vrai, est beaucoup moins porté sur la sûreté de soi et le multivitamine que son patron. Il devrait essayer, comme Emmanuel, qui d'ailleurs, à mon avis, pourrait le sponsoriser en France dans une marque dédiée, la fameuse poudre de papaye, la poudre qu'on prend avec une papaye. Donc, Emmanuel Macron plane à 15 000. D'ailleurs, Mélenchon et là je le dis, Mélenchon a eu le prix de la vanne de cette campagne. Quand Macron fait son grand raoult dans cette salle qui est la plus grande d'Europe, parce que tout est européen chez Macron de toute façon, et qu'il la remplit de toute évidence aux 2/3 grand maximum, alors que on a quasiment payé les mecs pour y être, ce qui a donné un spectacle qui, comment dire, c'était un peu la version Times Square ou Rockefeller Center du bal des vampires de Polanski. C'est-à-dire que vous aviez avant tout des vieux et que les jeunes étaient encore plus vieux que les vieux qui étaient là. Parce que, si tu veux, c'était des jeunes délavés à qui on avait fait chanter une sorte de livret de chant dans lequel il y avait quasiment Emmanuel, te voilà. Enfin, il faut dire d'ailleurs qu'il a toujours eu une ambiguïté dans ses rapports avec la figure du maréchal Moustache. Et c'était, oui, c'est le bal des vampires. C'est les âmes mortes. Une assemblée de médiocres, de parasites, des âmes mortes. Pas assez encore à mon goût, mais mortes quand même. Bon. Donc, où vous avez eu en plus la garde rapprochée, et ceux qui aimeraient être dans la garde rapprochée, appelons-les les cousins éloignés cherchant à se rapprocher, et parmi eux, le morpion légendaire. Je ne peux pas ne pas en dire un mot de cet homme qui nous déçoit à chaque fois, mais nous surprend toujours, Manuel Valls. Si vous voulez, comment dire, il était, je crois, à 40 mètres de Macron, et il fait ce selfie où vous voyez, pour la première fois à la télévision et sur Internet, pour la première fois sur vos écrans, le visage satisfait du morpion. C'est-à-dire quand le morpion est content parce qu'il est aussi près de sa victime qu'il le peut. Vous aviez Marlène Schiappa qui était de tous ses atours.
hein, comme on dit en Afrique, elle a gâté son nom. Et vous aviez donc toute la fine équipe dans une espèce, comment dire, de show télé. C'était à la fois la fermeture, vous savez, il y avait un club new-yorkais qui s'appelait le 54 ou le 44, qui avait été fermé, le fameux club. Il y a eu un film sur ce club. Il a été fermé à cause de la drogue qui circulait. Et il a laissé un goût, si tu veux, tu sais, vous savez, on a tous vécu ça. Quand on s'est beaucoup amusé, que la fin de la fête arrive et que d'un seul coup, on est tous en back trip alors qu'on n'a rien pris et que la fête tourne mal tellement c'est... D'un seul coup, on a tous les mauvais souvenirs qui nous reviennent et on se dit, il faut peut-être temps que je rentre chez moi. Alors il y a à la fois de ça et du télé-évangéliste raté qui n'a même pas la chaleur des communautés évangéliques ou le caractère, comment dire, absolument fracassant de certains prêches para-évangéliques ou autres, hein, le fameux cuisine, par exemple, des trucs comme ça. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Et là, tu vois, tu as le côté télé-évangéliste dingue et le côté somme de fin de soirée. Tu vois, c'est, si tu veux, c'est, comment dire, c'est la fête d'un monde qui est mort. Tu vois, c'est comment dire, c'est la boum à Zombieland. Moi, ça m'a laissé une impression, et à tous les gens qui y étaient allés de mes équipes, c'était assez saumâtre. Et Mélenchon a dit un truc extraordinaire. Il a dit, moi, la dernière fois que j'étais dans cette salle-là, c'était pour écouter Pink Floyd. Et bah, croyez-moi, c'était plus plein et moins planant. Et là, on dit, là, Jean-Luc, le prix de la vanne est pour toi. Le prix de la vanne, avant le premier tour, il est pour toi. Et si ça se trouve, ce sera la meilleure vanne de la campagne. Donc, Jean-Luc, gros respect. Master race. Master race, Jean-Luc. Bravo. Alors, il faut dire, excuse-moi, enfin bon, comme vanneur de compétition, t'as pas quand même énormément d'alter ego dans la campagne. Hein. Marine Le Pen, elle ne fait rien. Et elle attend d'être portée par les vagues avant la vague de diabolisation qui arrivera lundi matin. Lundi matin. Est-ce qu'elle marchera? Très difficile à dire. Là, évidemment, on nous la met très haut, ce qui est normal, on nous le fait à chaque fois. Hein. Vous savez, elle est à 25, 26, 30, 34. Et au deuxième tour, elle est déjà à 48,5. Et à la fin, patatras. Elle est faite pour ça, ce qui est l'une des armes de la guerre psychologique faite aux populations, c'est-à-dire de leur faire croire que Marine Le Pen leur veut du bien. Alors que Marine Le Pen, Le Pen la France, Le Pen la caisse. C'est surtout la caisse. Sans compter le fait de plus avoir, que si elle est élue immunité présidentielle, c'est de ne plus avoir les magistrats aux fesses. Bon. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de cette campagne qui s'arrête là au premier tour. Nous sommes le 6 avril. Je pense que malheureusement, aucun enjeu national n'a été abordé et ne sera, il est beaucoup trop tard pour que cela le soit. Chacun d'entre nous devra agir en son âme et conscience au premier comme au second tour. Et moi, c'est ce que je dis aux miens. Au premier tour, chacun vote ce qu'il a à voter. Moi, je vais vous dire ce que je vais voter à titre personnel. Moi, je vais voter pour l'Alliance. Parce que je ne peux pas ne pas voter pour une alliance que j'ai tant appelée de mes voeux. J'aurais voulu que Éric la comprenne, qu'il l'impulse, parce qu'il en avait tout à fait la possibilité. Cela ne s'est pas fait parce qu'il a choisi une autre voie qui correspond certainement mieux aux convictions qu'il a aujourd'hui, qu'il n'a pas toujours eues. Et c'est bien triste. Et au second tour, on peut à la rigueur voter contre quelqu'un, sachant que le prochain vote, mes camarades, qui vous concerne,
c'est les législatives, car n'oubliez pas, c'est les législatives qui permettent à nos hommes, à nos candidats, à nos compagnons de continuer la guerre politique. C'est une guerre qui coûte énormément d'argent et pour laquelle il faut essayer d'obtenir pour les nôtres le financement public. Quant au fait de vouloir donner des groupes parlementaires conséquents ou peut-être même une majorité parlementaire à la personne qui va challenger Emmanuel Macron, je conseille à ceux qui caressent ces rêves-là, premièrement, d'arrêter de les caresser, de se caresser eux-mêmes. Ce sera tout aussi stérile, mais au moins ils emmerderont personne. Et à la rigueur, enfin, mis à part la machine à laver pour les draps, et surtout de regarder ce que les gens en question ont fait avec déjà leur groupe de députés. Je vous rappelle qu'il n'y a pas une trahison d'Emmanuel Macron, ou que ce soit le groupe des Républicains ou le groupe du Rassemblement National, où ils étaient tous présents, ils ne se sont même pas donné cette peine ces jours-là. Donc, voilà. Votez pour qui vous voulez, votez surtout contre un homme qui ne s'appartient plus et qui est aujourd'hui un danger public pour les siens comme pour les autres, et qui veut la peau de notre pays, parce que je pense que c'est un homme. Voilà, c'est le produit terminal de l'anti-France. C'est-à-dire, grosso modo, c'est une graine de BHL mise dans le pot de Richard Descoings, sans mauvais jeu de mots ou allusion, hein. Et malheureusement, qui n'a fait que croître et embellir, hein, couvé par moments, pour ensuite devenir ce qu'il est, c'est-à-dire le messager du vide, comme d'autres sont messagers du chaos. Et au moins le chaos, ça a le privilège d'exister. Macron ne porte pas le chaos en lui, porte le vide en lui. C'est-à-dire, ce qui est déraciné des racines. Lui, il n'a jamais eu ni racine. Il n'est pas entre terre et ciel. Pour lui, il n'y a ni terre ni ciel. C'est un fantôme, représentant de l'humanité qui vient, des hommes gris. Cet homme doit être arrêté, d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, on se bouchera tous le nez, et bien évidemment, on sait qu'il n'y a pas grand-chose à en attendre. Quant aux législatives, et bien là, votez évidemment contre les candidats En Marche, votez contre les traîtres. Je pense par exemple qu'il faut liquider quelqu'un comme, politiquement bien sûr, quelqu'un comme Emmanuel Ménard, parce qu'il est grand temps que il est grand temps que les Ceausescu de Béziers descendent de leur estrade, et ensuite voter pour qui vous voulez, car se regarder dans une glace n'a pas de prix. J'espère pouvoir vous accompagner dans le reste de cette campagne, ça c'est certain, mais j'espère recommencer avec vous des campagnes qui aient un tout petit peu plus de peps, je dois le dire, et c'est normal. Là, personne ne sort de l'abstention selon toutes les données que nous avons. On peut avoir des surprises. On est sur de l'humain, hein. Mais la campagne de 2017, dont la seule défaite était que nous avons cru parce que nous avions raison et que nous avons encore raison, que la raison, que le travail et que le sens du devoir pouvaient être amenés de l'extérieur à quelqu'un qui ne les avait pas et pouvaient transformer une ânesse borgne en jument de course. Eh bien, nous nous sommes lourdement trompés. Mais aujourd'hui, cette campagne, nous risquons de voir avant tout les abstentionnistes. C'était le scénario, rappelle-toi, que j'avais annoncé il y a bien avant le début de la campagne. Et croyez bien, je le regrette, mais pas d'enjeu. Pas d'enjeu à aucun moment. Ensuite, même si je n'y crois pas, je suis obligé de vous lever une dernière hypothèse. Je pense que Emmanuel Macron sera au deuxième tour parce que son bloc est radicalisé où ils en ont rien à foutre. Il a piqué dans la caisse, mais c'est pour ça qu'ils votent pour lui. Pourquoi voudriez-vous que ces gens-là ne votent pas pour lui parce qu'il a piqué dans la caisse,
alors qu'il l'adore parce qu'il a coupé des mains. Ce qui est quand même plus grave que de piquer dans la caisse. Vous prêtez de l'honneur à des gens qui n'en ont pas, vous prêtez un sens civique à des gens qui en sont totalement dépourvus, et vous prêtez, disons, une conscience nationale à des gens qui sont l'anti-France, et depuis qu'ils ont 15 ans. C'est-à-dire depuis qu'ils ont préparé mai 68. Bon. Ça ne sert à rien. Bon. Et c'est vrai que s'il y est, il faut l'abattre, politiquement, c'est certain, pour ensuite un jour déraciner ce qui a créé cet homme. Et je vous renvoie aux 2 grands ouvrages sortis pendant cette campagne, hein, Éparpillé façon puzzle et Le président liquide sur Emmanuel Macron, parce que ce n'est pas Macron qu'il faut détruire. Même si effacer ce sale sourire, ce hideux sourire, pour reprendre les mots d'Alfred de Musset, l'effacer, évidemment, oui, 100 fois oui. Mais on ne détruit que ce qu'on remplace. Et pour l'instant, nous n'avons pas fait le travail de remplacement, point 1. Et deuxièmement, nous ne devons pas uniquement détruire l'homme par qui le mal arrive, nous devons extirper le mal de nos institutions, c'est-à-dire ceux qui avilient la création d'hommes libres. C'est quelque chose d'ampleur biblique au moment où nous parlons et qui est en train d'emporter l'Europe occidentale, d'emporter l'Occident. Macron est un symptôme et une surinfection de plaies. Ce qu'il faut, c'est trouver le bacille qui l'a créé, l'incubateur d'âme morte qui a fait qu'aujourd'hui il y a des Macrons et la machine à tuer des Macrons, à faire des Macrons. Et malheureusement, nous n'avons pas pris cette campagne par le bon bout. J'espère que nous aurons un second tour palpitant. J'ai des doutes, je ne vais pas vous les cacher. Mais il y a une chose que je peux vous dire. C'est que de toute façon, il y aura un demain, quoi qu'il se passe. Nul n'empêchera le soleil de se lever, nul ne nous empêchera de nous lever avec lui. Donc, pour vous, comme pour lui, il n'y a qu'une seule devise, Sol Invictus. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.